retrouve aujourd'hui pour parler des sorties littéraires du mois de mars et j'espère que vous avez un petit peu le temps parce que l'air de rien, ça va être craquage land, quoi. Je pense que mon banquier va encore se fâcher une fois de plus parce que y a trop de trucs qui me font envie. Et alors, niveau organisation de la vidéo, j'ai décidé de changer un petit peu. Je vais commencer par vous présenter le seul graphique que j'ai retenu dans cette sélection de mars. Donc ça, ce sera le petit point 1, puis va suivre tout ce qui est one shot et tome 1, parce que voilà, c'est des débuts ou des stand-alone, donc je les mets un peu à part. Vont venir en troisième partie ensuite les tomes 2 et plus de saga où je suis à jour. Et pour finir, les je suis pas sérieuse du tout parce que c'est dans ma palle au niveau des tomes 1, 2 et compagnie, mais que j'ai quand même envie de m'acheter. J'espère que cette vidéo vous plaira et n'hésitez pas dès maintenant à lui donner de la force en mettant un pouce bleu. Et sinon, comme je vous ai dit, parce que ça va fâcher mon banquier, si vous savez pas quoi commenter, que vous êtes timide, n'hésitez pas à mettre des billets qui s'envolent tout simplement. Bon, bien sûr, comme toujours, je suis équipée de ma tablette pour avoir accès au résumé parce que moi, mémoire de poisson rouge, comment vous dire que sinon je ne sais plus. Et on va commencer avec un manga qui va sortir chez Picoma. Il s'agit du tome 1 d'Anna et le prince d'Albion d'Ogura Anne. Je vais vous lire le résumé, je pense que ce sera plus simple parce que là, voilà, c'est le retour des vacances. On en a bien profité pendant les 2 semaines de vacances parisiennes. Sauf que du coup, mon cerveau, il est resté encore en vacances. D'ailleurs, pour ça que vous n'avez pas eu de vidéo dimanche. Parce que j'avais pas tourné à cause des vacances. Anna, fille du margrave Amish, en a plus qu'assez de jouer les mijaurés au sein de la société aristocratique. Contrairement à ses sœurs, réputées pour leur élégance, la jeune fille préfère s'entraîner à l'épée plutôt que de danser dans les bals. Hélas, lorsque son père est tragiquement tué au combat, sa famille n'a d'autre choix que de la céder au royaume ennemi en tant que tribut. Anna accepte alors cette décision, non sans une idée derrière la tête. Elle vengera la mort de son père. Voilà, elle vengera la mort de son père, quoi. Est-ce que ça... J'aime bien ce genre d'histoire. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à en dire, en fait, sur le pourquoi j'ai envie de le lire. Passons maintenant au one-shot et au tome 1. Et alors là, ça va être le nerf de la guerre, parce que j'en ai noté 18, oui. Ouais, il y a un moment où c'est parti en cacahuète. Je vais essayer de trouver une organisation qui me convienne. Donc pour l'instant, j'ai décidé de commencer par tout ce qui était romance pour finir par tout ce qui était fantasy, fantastique et tout ça. Donc on verra. Dites-moi si ça vous plaît ou pas dans les commentaires. Et le premier livre que j'ai noté pour ce mois-ci, pour côté romance et plus exactement romance gothique, il s'agit d'une sortie en auto-édition qui sortira dès le 1er mars. Un petit one-shot. Il s'agit de 100 cœurs de Sophie Fischer. 1922. À la sortie de la guerre, avec mon expérience d'infirmière, je pensais pouvoir mener une vie normale en aidant les autres. Mais je ne suis pas normale. Je vois votre aura, la couleur de votre personnalité, ces sentiments que vous tentez de me cacher. À une exception près. Il s'appelle Victor et il n'a pas d'aura. Pas d'émotion non plus. Traumatisme du conflit passé ou secret bien plus sombre? Que fait-il les nuits où il disparaît après avoir verrouillé toute la maison et interdit tout le monde de sortir? Engagée comme infirmière auprès de sa sœur, Marjorie, je ne m'attendais pas à ce que j'allais découvrir dans leur demeure toujours close. Sur eux, sur ce monde, l'autre et sur moi. Voilà, romance gothique. On sent le côté... Alors déjà, post-14-18, c'est pas forcément, je trouve, une période qui est très mise en valeur. Et d'autant plus que là, on est clairement... Il y a quelque chose de mystérieux, voilà, il y a presque de la romance fantastique, parce qu'elle voit les auras et tout ça. Je ne l'ai pas classé en romance fantastique, parce que j'ai l'impression vraiment que le nerf de la guerre, c'est la romance et pas le côté fantastique. Mais du coup, je suis super curieuse de le découvrir. On va rester un petit peu dans ce post-guerre avec... Le tome 1 que je vais vous présenter, il s'agit de L'Aube écarlate, donc le tome 1, je me répète, je sais, de Jen Guerrieri, aux éditions Collection et H. Je vais faire qu'un bout du résumé parce que le résumé il est très long. Continue à me considérer comme le grand méchant de l'histoire.
Armance. Paris, les années folles. Un vent d'euphorie souffle sur la capitale. La joie de vivre bruisse dans les rues et l'envie de faire la fête exalte une jeunesse pleine d'espoir, avide de liberté et bien décidée à oublier les horreurs de la guerre. Toutefois, pour Armance Fort, impossible d'effacer de sa mémoire les désastres de ce premier conflit mondial. Elle a perdu son père qui, accusé de désertion sur le front, a été fusillé par son ancien régiment. Un acte de haute trahison qui a profondément terni l'image et la réputation de la famille Fort. En charge de veiller sur sa mère dévastée et son petit frère, Armance n'a d'autre choix que d'endosser le rôle de chef de famille. Pour s'en sortir, la jeune femme de 19 ans erre dans les rues et commet des vols, allant de modestes vêtements jusqu'aux objets de grande valeur. Mais un jour, elle commet l'irréparable en dérobant une bague en or massif. Et en gros, la bague, elle appartient à une organisation criminelle et c'est la cata pour elle. Et j'avoue que, bon déjà les années 20, voilà, j'aime beaucoup les années folles. L'époque du Charleston, tout ça, voilà, j'aime beaucoup. Et on est sur de la dark romance avec cette organisation criminelle. Alors je ne sais pas si c'est de la dark, très dark, ou c'est juste le côté organisation criminelle qui fait que c'est de la dark. Mais j'avoue que je suis curieuse de voir comment est traitée une organisation criminelle des années 20. Toujours un tome 1 qui sortira cette fois-ci le 7 mars. Il s'agit du tome 1 du coup de Cats and Mouse Dread, à savoir L'ombre d'Adeline, de H.D. Carlton aux éditions Roncière. Donc nous sommes toujours sur de la dark romance, mais cette fois-ci j'avoue qu'avec la couverture que vous voyez là, ça fait quand même plus dark que dark, dans le sens où on sent que ça va puer très fort, quoi. La manipulatrice. Je sais manipuler les émotions, je vous ferai pleurer, souffrir, rire et soupirer. Mais mes mots n'ont aucun impact sur lui, surtout lorsque je le supplie de partir. Il est toujours là, à m'observer et à attendre, et je suis incapable de le quitter des yeux. Je n'ai qu'une envie, qu'il se rapproche. L'ombre. Je n'ai pas l'intention de tomber amoureux, mais maintenant que c'est arrivé, je ne peux plus revenir en arrière. Je suis envoûtée par son sourire, par ses yeux, par sa façon dont elle se meut et se déshabille. Je continuerai de la contempler et d'attendre jusqu'à la faire mienne. Et alors, je ne la laisserai plus jamais s'échapper, même quand elle me suppliera de la libérer. On sent bien le côté... ça pue, hein, ça pue. Et j'avoue que je suis très curieuse. Est-ce que j'aime bien la dark romance? Oui. Est-ce que je la lis en pleine conscience en sachant que ce n'est pas vrai et qu'il faut faire attention à son petit cœur et à son petit cerveau? Bien sûr, j'ai 37 ans. Donc, sachez, mesdemoiselles, messieurs, que si vous n'êtes pas prêts à lire de la dark, n'hésitez pas à vous dire que vous n'êtes pas prêts et de ne pas la lire tout de suite et voire même peut-être ne jamais la lire. Faites attention à vous surtout. On repasse un petit peu en romance contemporaine avec cette sortie du 13 mars. Il s'agit de Sergeant Lady Killer de Delphine Audrey aux éditions Hugo Poche. Alors pour ceux qui se posent la question, non, il n'y a pas eu de sortie sur Hugo New Romance, ça a été directement du Hugo Poche. Mais je l'avais vu passer sur le profil de l'autrice et déjà à l'époque quand elle faisait du teasing, j'étais en mode oui, je veux savoir de quoi ça parle. Lorsque Clara atterrit à l'aéroport de Jacksonville pour rejoindre son frère Jack, membre des Marines, elle est à bout de force. Une rupture, une vie professionnelle sans dessus-dessous, un compte en banque désespérément vide. Il était temps pour elle de changer d'air. Désormais, rien ne pourra la détourner de son objectif de reprendre ses études et de repartir de zéro. Surtout pas Flynn, le meilleur ami et compagnon d'armes de Jack, que son frère n'arrête pas de lui mettre dans les pattes. Grâce à lui, elle se rend compte que si, finalement, il lui reste un peu de force, juste assez pour envoyer paître ce militaire beaucoup trop séduisant qu'on surnomme Sergent Lady Killer et qui a le don de lui taper sur les nerfs. Hélas, les Marines occupent tout l'espace de Jacksonville, tandis que Clara remonte peu à peu la pente. Elle ne peut s'empêcher de remarquer que Flynn est bien plus qu'un beau gosse énervant. C'est un tireur accompli qui ne manque jamais sa cible quand il vise le cœur. Petite romance militaire, en plus avec une troupe, le meilleur ami du frangin. Ouais, ça peut être bien sympa, surtout qu'il a l'air pas mal agaçant. J'ai envie de dire, est-ce qu'elle arrivera à le remettre dans le bon chemin, dans le sens où il va arrêter de courir les jupons? Je suis curieuse de voir comment ça va se passer. Un petit peu de romance sur glace, version MM peut-être? C'est ce qu'on va avoir le 27 mars avec le tome 1 de Campus Layton, à savoir Briser la glace de C.E. Ritchie aux éditions Bookmark.
Entre rivalité et attirance, la frontière est plus fine qu'une lame de patin. Me retrouver avec un coéquipier comme Quinton de Haas n'a jamais fait partie de mes plans. Jamais. Ce type est insupportable. Il a le don de me faire sortir de mes gonds et ça ne date pas d'hier. À vrai dire, notre animosité n'a pas cessé de croître au fil des ans et jouer dans la même équipe n'arrange rien. Voilà. On est presque sur de la proximité forcée là, en romance MM. Alors déjà, je suis très curieuse de voir comment ça va être traité pour la simple et bonne raison que je suis pas sûre que ce soit un monde qui soit très ouvert à l'homosexualité. Alors je sais pas s'il y aura des problématiques là-dessus ou pas. Peut-être que je me fais des idées fausses. Mais ouais. Et puis c'est du bookmark. Généralement, les romances de bookmark, c'est une valeur sûre. Je l'avais acheté en VO, Chicken Mate d'Ali Hasselwood, qui va sortir du coup chez Gallimard. Donc il s'agit d'une romance contemporaine par l'autrice du coup de The Love Hypothesis. Et du coup, ben voilà, je voulais le lire en VO, je l'ai toujours pas lu et il sort en VF. Ce serait peut-être bien que j'arrive à le sortir, mais je pense malheureusement que je n'arriverai jamais à le sortir avant sa sortie et encore moins avant la fin de mes concours. Donc il va attendre gentiment, sachant que nous sommes sur une romance où il y a de l'échec. Et donc nous allons suivre Mallory et Nolan. Nolan, ça me fait un peu bizarre, hein, pour ceux qui le savent, c'est le prénom de mon fils. Je sais pas comment je vais réussir à m'identifier à un jeune homme qui s'appelle Nolan. Du coup, est-ce que je vais avoir la tête de mon fils constamment? J'espère que non, parce qu'autrement la romance elle va passer loin. Et donc, si j'ai tout compris, Mallory est une ancienne joueuse d'échecs, sauf que les échecs ont ruiné sa famille. Et je ne sais plus dans quelles conditions, mais il va y avoir une romance sur fond d'échecs pour tous les deux. De ce que j'ai vu des retours pour l'instant en VO, c'est que la romance est très présente, mais les échecs aussi. Sauf qu'il n'y a pas besoin de connaître les échecs pour pouvoir comprendre de quoi ça parle. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Sachant qu'il y avait une série sur Netflix que j'avais regardée qui parlait d'échecs. J'avoue que si je pourrais retrouver ce côté calcul et tout ça qu'il y a dans les échecs, j'avoue que j'aimerais beaucoup, sachant que je suis très curieuse des échecs et que je n'y joue pas. On va passer un petit peu sur tout ce qui est romantaisie maintenant. Et on va commencer avec Kings of Avalier. Waouh, ce magnifique accent. Tome 1, The Last Dragon King, de Leia Stone aux éditions BMR, qui sortira le 7 mars. Je vais vous lire à nouveau, surtout sur les romantaisies comme ça, ou le fantastique, c'est plus compliqué à maîtriser pour mon cerveau. Le roi dragon est à la recherche d'une épouse. Face à cette annonce, l'agitation gagne toutes les femmes de mon village. Le roi enverra sa garde royale pour conduire les femmes en âge de procréer à son palais devant la cité de Jade. La seule condition est que l'épouse ait en elle assez de magie pour engendrer un héritier. Je ne suis qu'une humaine avec une infime trace de magie de dragon. Je suis convaincue de ne pas être tenue. Cependant, étrangement, les détenteurs de magie m'ordonnent de me présenter au roi en tant que prétendante. C'est alors que je me préparais à me rendre à la cité de Jade que ma mère m'a confié un secret effroyable. Un secret qui pourrait bien me valoir la mort, de la main du roi lui-même. Alors, c'est BMR, donc on est clairement sur de la romantaisie, mais pourquoi est-ce que le roi dragon voudrait tuer cette jeune femme ? Est-ce que ce serait pas, je sais pas, la fille légitime d'un ennemi ou quelque chose? Je sais pas. J'ai plein d'idées en tête, mais du coup, je veux savoir, voilà, c'est dit, je veux savoir pourquoi il risque de la tuer. Toujours en romantaisie, sort le 13 mars Kingwood Academy, tome 1 de Tessa Hall, chez Collection H. Romantaisie. Oui, maintenant ils se mettent tous à faire des romantaisies, à faire des dark romances pour bien cibler les gens et leur faire comprendre que c'est pas parce que là vous avez une couverture neutre comme ça que ça va pas être du fantastique. Voilà, pendant très longtemps ça a été très très codé, mais c'est vrai que celle-là on pourrait se dire, je sais pas, ça pourrait presque être du contemporain classique, sans romance, sans rien du tout, vu sa couverture je trouve. Et alors, la première phrase du résumé, elle est pépite. Pourquoi choisir un prince quand on peut en avoir 4? Moi, en tant que polyamoureuse, ça me parle. Pourquoi choisir? Mais non, il n'y a pas besoin de choisir. Voilà. En quelques secondes, la vie d'Aura n'a plus le moindre sens. Tout était censé être simple. Elle devait obtenir son diplôme,
prendre un petit boulot pour aider sa mère à payer ses dettes médicales de son accident d'enfance. Et voilà qu'on lui annonce qu'elle est une élémentaire, qu'elle doit apprendre à contrôler ses pouvoirs et survivre à son cursus au sein de Kingwood Academy. Aura est une battante, mais le challenge est de taille. La moitié de l'école veut la faire renvoyer, l'autre moitié veut la tuer. Rien que moins que ça, hein, déjà. Je passe un petit bout du résumé pour ne rien arranger. Elle est dans le viseur des 4 princes des élémentaires. Le charmeur, le doux géant, le psychopathe et le plus cruel de tous. Voilà, c'est déjà bien. Hein. En tout cas, elle apprend que c'est une élémentaire, donc je pense qu'il y a tout un univers à découvrir en même temps qu'elle. Et qu'en plus, elle a les princes qui la veulent. Est-ce que ça va être vraiment version harem inversé ou polyamour en tout cas, sachant que le harem inversé peut être polyamoureux. Ou est-ce que ça va être un... Alors, c'est même plus un triangle à ce niveau-là, c'est un pentagone amoureux. J'avoue que si c'est un pentagone amoureux, ça m'enquiquinerait. Une nouvelle sortie chez Sabran le 28 mars. Il s'agit de la promise au visage de fleurs de Roshani Kokshi, qui est connue entre autres pour Les Loups Dorés, qui est sortie chez De Saxius. Donc cette première trilogie, enfin en tout cas la première trilogie qui a fait que moi je l'ai connue, donc qui est dans ma palle. D'ailleurs, il faudrait que je vous fasse une vidéo sur toutes les sagas terminées qui sont dans ma palle, donc que je n'ai toujours pas lu, mais où tout est sorti. Bien sûr, il y en a beaucoup. Il faudrait que je vous fasse ça. Tu m'as averti que ton secret nous détruirait si je le découvrais. Mais oh mon amour, comme tu mentais. Il était une fois un homme qui croyait aux contes de fées. Lorsqu'il rencontre Indigo Maxwell Castañeda, sa fascination pour elle n'a d'égal que la passion brûlante qui les unit, nourrie par leur penchant commun pour les contes. Indigo lui offre sa main à condition qu'il ne l'interroge jamais sur son passé. Il l'accepte sans hésiter. Malgré tous les secrets dont elle s'est entourée, Indigo est rattrapée par son ancienne vie et ils sont tous deux contraints de partir pour la maison des rêves, le manoir extravagant où elle a grandi. Dans ses profondeurs, le fiancé exhume alors des vérités qui auraient dû rester enfouies, promesses maudites gardées par les fées. Tandis que la demeure lui livre ses secrets, il sera forcé de choisir entre histoire et réalité, mettant en danger leur acte et leur vie. C'est du mystère. Alors c'est typé horreur sur Booknode. Je sais pas à quel point c'est horrifique. J'espère que ça l'est pas trop et que je vais pas me retrouver à flipper quand je vais le lire. Parce que ça j'en suis tout à fait capable hein, d'imaginer des trucs et après de être capable de dormir soit toute seule dans mon lit, soit d'être obligée, si je suis seule, d'avoir la lumière grande allumée. Ça m'est arrivé pendant des années. Faudrait peut-être que je vous raconte quelques petites story time comme ça. Mais voilà. Je suis une flippette à roulettes. Mais j'avoue que le côté mystère à découvrir, des trucs glauques, oui, je veux. Et oui, malheureusement, j'ai dû couper le rush en deux puisque hier soir, mes enfants n'ont pas voulu que je finalise la vidéo. Donc, je vous reprends aujourd'hui, du coup, nouvelle ambiance puisque là, il fait jour. Pour continuer cette vidéo, et j'espère que ça vous dérangera pas trop. On reprend avec une sortie du 1er mars qui sera un one-shot. Il s'agit de Peine de mots perdus de Jean-Laurent Del Socorro aux éditions Argile. Et il s'agit de fantaisie historique. Donc là, j'avoue, c'est de la fantaisie, c'est de l'historique. Donc voilà, déjà c'est bien. Et puis je vais vous lire le résumé, vous allez voir, c'est encore mieux. France 1593. La chance a tourné pour les membres de la compagnie du chariot. Les voilà désormais enfermés à la prison de Rennes. Contre leur libération, leur capitaine Axel de Thorec est envoyé sur ordre du roi Henri IV en Angleterre pour retrouver le sceau de l'enfer, un artefact alchimique aux immenses pouvoirs. Première d'une longue série, cette mission la verra s'opposer à la mystérieuse école de la nuit. Des jardins du palais de la reine Elisabeth aux planches du théâtre de William Shakespeare, Axel tiendra, souvent malgré elle, le premier rôle des complots en tout genre et donnera la réplique à des compagnons de scènes inattendues. L'impertinent corsaire Francis Drake, la gouailleuse Marie la Tyrelaine ou encore la très engagée poétesse Jeanne Anger. Bon, voilà, hein, c'est un artefact alchimique, vous m'avez déjà perdu à ce niveau-là. Hein. J'aime bien tout ce qui est alchimie, voilà, j'avoue. Un roman que j'ai classé parmi les one-shots et tome 1, mais qui n'en est
pas vraiment un, puisqu'il s'agit d'une sortie d'une intégrale. Mais s'il y a l'intégrale, ça veut dire qu'il y a tout. Donc il y a aussi bien le premier tome, le deuxième tome, et je crois même qu'il y a un troisième tome. Mais du coup, ça rentre dans les one-shots si dans un seul bouquin, il y a tout. Et donc, toujours le 1er mars, sortira Gemae d'Audrey Wesseldlinger en auto-édition. Et puis, on est sur de la fantaisie. Bon, vu que le résumé de l'intégrale n'est pas explicite ni rien du tout, j'ai pris le résumé du tome 1. Je pense que vous m'en voudrez pas, parce qu'il y avait 4 lignes, et du coup, on ne savait pas vraiment où s'en allait avec juste le résumé de l'intégrale. À compter de ce jour, la pratique de la magie des gemmes est interdite dans les royaumes d'Eya, d'Arésis et de Mélophéie. Tous les maîtres seront emprisonnés et subiront l'amputation libératoire d'un bras. Sa Majesté Githzerai de Melpholéi, au nom des souverains de Naël, en 3667. Ça se place déjà là, quoi. Rien que l'annonce, on sait que ça va puer, hein. Et donc, on va suivre l'histoire de la princesse, de la fille de Sa Majesté. Je ne vais pas redire le nom parce que j'ai déjà galéré à le dire une fois. Je ne vais pas le dire une deuxième fois, ça va être encore un carnage. Mais du coup, la princesse, elle qui pensait suivre ce qu'avait déjà commencé à faire son père, en fait, non, elle va s'apercevoir que peut-être que son papa, il a fait des bêtises. Je sais pas trop comment ça va se passer, mais elle va trouver une jeune demoiselle qui, je pense, manipule la magie des gemmes. Et résultat des courses, peut-être qu'elle va changer le destin de son pays. Toujours le 1er mars, toujours en fantaisie, sort le tome 1 de Luminariès, à savoir l'épreuve des 7 clans de Suzanne Desnard, aux éditions La Martinière Fiction. Alors, déjà, je l'ai mis dans ma liste parce que j'ai vu la community manager de La Martinière Fiction qui l'a lu et elle postait en story sur Insta. Comme quoi, elle aimait beaucoup le livre. Déjà, voilà. Je suis faible, je suis un mouton, je fais à longueur de temps. Si vous me dites ça, qu'est-ce que je fais, moi? Je boutonne et je le mets dans ma wish. Bon, je vais vous lire le début qu'il y a sur le site de la maison d'édition, mais quand je vois ce qui est marqué, en fait, j'ai encore plus envie de le lire. Winnie est une aspirante Luminari. Sa mission, tuer les monstres de la forêt d'Hemlock Falls dans une série d'épreuves initiatiques. Mais les monstres ne sont pas toujours ceux qu'on croit. Découvrez la nouvelle série fantastique de Suzanne Desnard, l'autrice adoubée par Sarah Gimaz et Laïs Bardugo. Alors, je sais qu'il y a des polémiques au sujet de Sarah Gimaz. Je crois qu'il y en a aussi au sujet de Laïs Bardugo. Je les cite pas pour relancer les polémiques ou qu'est-ce. C'est juste que, voilà, j'aime beaucoup leurs plumes, j'aime beaucoup leurs œuvres, c'est un fait. Et résultat des courses, si elles mettent en avant cette autrice, j'ai encore plus envie de la lire, quoi. Bon, et pour ceux qui se posent la question, pour l'instant, c'est le 1er tome de 3. Je ne sais pas si ce sera juste une trilogie ou si ce sera plus. Mais il y en a au moins 3 sortis en anglais. Alors, je me marre un petit peu en voyant quel est le prochain livre dont je vais vous parler. Et il s'agit d'une sortie du 5 mars. Et je me marre en fait parce que je sais qu'il a été extrêmement précommandé sur le site de la maison d'édition au point où en fait le site n'a pas réussi à absorber les connexions et qui s'est retrouvé un petit peu au défaut. Alors, je critique pas du tout la maison d'édition, hein, loin de moi cette idée, puisque je travaille dans l'informatique. Et je sais que parfois, les outils informatiques se font dépasser par le volume. Surtout quand c'est quelque chose qui arrive rarement, et c'est le cas en maison d'édition. Il est rare qu'il y ait énormément de personnes qui se connectent en même temps sur un site. Toujours est-il que les serveurs, ils étaient en mode « à l'aide, au secours, à moi !» Et donc, il s'agit d'une sortie chez Plume Blanche, à savoir La Voix de la Vengeance, un one-shot, de Sacha Morage. Alors, déjà, j'aime les détails dans la couverture, comme vous pouvez le voir. Elle est en train de faire chut, mais regardez sa main, il y a du sang dessus. Et je sais pas pourquoi. En fait, j'aime bien le fait qu'il y ait du sang. Si vous avez bougé, vous inquiétez pas, c'est le chat qui a décidé de prendre appui sur le trépied pour sauter sur le lit.
Donc voilà, j'aime bien déjà, enfin voilà. Il y a une esthétique, je trouve, dans la couverture qui est juste sublime. Vael a tout perdu. Son frère d'abord égorgé sous ses yeux. Son futur ensuite, puisqu'elle est désormais traquée par le puissant bureau pour usage illégal de sa voix. Voix avec un V majuscule. Et il ne lui reste qu'une chose, la vengeance. Elle se le promet, elle tuera Yervin, le membre du bureau responsable du meurtre de son frère, quel qu'en soit le prix, peu importe les conséquences. Son obsession pour Yervin l'entraîne de plus en plus loin, dans des sacrifices de plus en plus sanglants et des ténèbres de plus en plus obscures, jusqu'au point de non-retour. Mais oui, c'est de la vengeance, c'est... Puis c'est Plume Blanche, je fais énormément confiance à l'éditrice dans le choix de ses livres, parce que, voilà, j'ai rarement des déceptions. La dernière n'était pas vraiment une déception, puisqu'en fait, c'est juste la version audio qui n'a pas du tout été bonne pour moi. Je n'ai pas su l'apprécier. Et comme je vous ai dit dans mon update lecture que je vais vous remettre là du mois dernier, c'est vraiment un problème d'audio. Et ça n'a pas été un problème d'histoire, parce qu'en y réfléchissant après, j'ai adoré l'histoire. Et du coup, voilà, c'est une Plume Blanche, je ferme les yeux, j'y vais, et j'ai failli acheter le pack 2024, et que je me suis dit quand même qu'à un moment, il fallait que je sois raisonnable, parce que ça fait quand même 12 bouquins en plus d'un coup, et que si c'est pas pour les lire avant la sortie, ça sert à rien de les acheter en avance. Une sortie chez Bookmark avec un magnifique visuel, comme ils savent faire actuellement pour la collection Lost Kingdom. Il s'agit du tome 1 de Dark Magie, La Fortune sourit aux acharnés, de Lucy Smoke et Cal Carpentier. À savoir que pour l'instant, il y a 5 tomes qui sont sortis en VO. Je ne sais pas si c'est terminé ou pas, mais toujours est-il que ça ne va pas être une petite saga, puisque 5 l'air de rien, c'est déjà quand même assez conséquent, je trouve. Alors, je vais juste vous sélectionner quelques passages du résumé, parce qu'il est, encore une fois, relativement très long. Je vais prendre l'essentiel. Ancienne esclave, Queen Darkova est féroce, indépendante et bien déterminée à se venger de ceux qui ont tenté de la briser. Elle ne craint pas le pouvoir ni l'obscurité qui se cache en elle. Déjà, genre de perso féminin qui, pour moi, est très intéressant. Lazarus Fierté est un homme de richesse et d'influence aussi têtu qu'exigeant. Quand il rencontre Queen, il reconnaît en elle la magie qu'il recherche depuis si longtemps. Il sait que son pouvoir immense est capable du meilleur comme du pire. Qu'avec elle à ses côtés, il pourra enfin obtenir ce qu'il désire. Alors nous, on est chez Bookmark, donc à un moment ou à un autre, soyons nets, va y avoir de la romance. Très souvent, quand il y a 2 protagonistes qui sont nommés dans le résumé, on a un petit peu une idée de qui va finir avec qui. Toujours est-il que une femme qui a l'air d'être une femme badass, une femme dangereuse en plus, et un homme qui aimerait potentiellement l'utiliser à ses fins, comment, pourquoi faire. Mais oui, c'est... Enfin, on y va, quoi. Le 7 mars sort, je ne sais pas, Wagestix, je ne sais pas comment le prononcer et je pense que je vais l'écorcher quoi qu'il arrive. De Benoît Grelot aux éditions Poulpe Fiction. Alors, je l'ai vu passer sur NetGalley et j'avoue que ça me chatouille d'aller le demander, sauf que en ce moment, c'est la catastrophe. Niveau service presse, mais au niveau lecture, vous verrez le mois prochain avec mon point de février. J'avais ma palle qui était là-haut, vous la voyez pas, mais elle était là-haut. Voilà. C'est une catastrophe. J'espère que du coup ma palle, voilà, je l'ai retournée volontairement, c'est ma palle de mars là qu'il va falloir que je filme. Mais j'espère que je vais pouvoir me rattraper parce que là, ça descend pas dans ma pile à lire. J'ai 36 milliards de bouquins qui attendent. Une nouvelle super-héroïne veille sur Antarax City. Suite à un accident, Lilou s'est découverte une faculté extraordinaire. Elle peut désormais se transformer en oiseau. Sous l'identité secrète de la super-héroïne Majestix, elle décide de se servir de cet atout pour mener l'enquête sur la mort de ses parents, qui a eu lieu dans des circonstances suspectes quelques années plus tôt. Mais cette quête se révèle plus dangereuse que prévu et Lilou va vite se retrouver aux prises avec un mystérieux magicien et une puissante organisation criminelle. Pourra-t-elle découvrir ce qui est arrivé à ses parents et rétablir l'ordre dans sa ville ?
Ça parle de super-héros. J'ai grandi en regardant du Marvel, du DC. Alors, pas en comics, pour le coup. C'était vraiment les dessins animés et les films. Mais résultat des courses, on parle de super-héros. J'ai envie de savoir, quoi. Toujours le 7 et je l'ai déjà sur Runborn d'Ariel Holz aux éditions Gulfstream. C'est un petit tome 1. Et il y en aura 3 parce que je crois que c'est une trilogie pour le coup. Regardez la beauté. Alors oui, forcément, les pages, quand elles s'écartent, on voit un peu. Mais c'est tout noir, ça change. D'habitude, c'est pas tout noir. Et là, c'est tout noir. J'aime beaucoup. Et en plus, il y a un petit signet. Donc voilà pour vous présenter un petit peu l'objet livre, hein, qui est très joli. Et oui, je l'ai déjà. Est-ce que je l'ai lu? Non, bien sûr que non. Voilà. Ça sert à quoi de prendre au SLPJ des avances si c'est pas pour les lire avant? Je me pose la question. Mais toujours est-il que le book club de Gulfstream va lancer une lecture commune à partir du 11. Donc, lui, il va aller dans ma pile à lire de mars parce que j'ai envie de les découvrir. J'ai envie de retrouver la plume d'Ariel Holz que j'aime beaucoup. Et donc voilà, en plus, on va être sur fond de mythologie nordique avec de la fantaisie. Né marqué d'une rune, Tyr est un Runborn. Mais 2 siècles après le Ragnarok, les dieux nordiques ont été oubliés et le jeune homme ignore tout de son héritage. Lors d'un rite de passage organisé par la prêtresse de son village, Tyr découvre qu'il est, avec ses amis El et Bragi, le maillon d'une chaîne forgée bien avant sa naissance. Porteur des pouvoirs d'une divinité, ils doivent réunir les 24 runes dispersées dans le monde pour redonner vie aux dieux. Il leur faudra pour cela convaincre les autres Runborn ou s'approprier leurs runes par la force. Face au chemin pavé de sang qui s'impose à eux, Tyr et ses compagnons sacrifieront-ils ce qu'ils sont pour accomplir leur mission sacrée? J'avoue que voilà, en plus il y a un côté réfléchi de est-ce qu'on le fait par la force, est-ce qu'on le fait pas par la force? Oui, mais en même temps on a une quête à accomplir, tout ça. Enfin voilà, et puis c'est Ariel, quoi. J'avais failli oublier de le mettre dans les sorties de mars, le nouveau Carina Rosenfeld, à savoir Les Aventuriers de l'espace, Aliens en détresse, aux éditions Gulfstream. Alors j'ai failli oublier parce que j'avais oublié déjà de 1 ce que j'avais demandé fin décembre, que j'ai reçu il y a genre 2-3 semaines. Donc ce sera dans le book haul du mois de février. Et résultat des courses, je l'avais mis dans le haul et j'avais oublié de me dire faudrait peut-être que je le garde de côté pour pouvoir faire les sorties de mars. Oui, complètement. Carina Rosenfeld est une autrice déjà que j'aime beaucoup. J'avais lu son livre qui parlait de Notre-Dame et des monstres, mais je n'ai plus le... Et bien sûr, en regardant dans le livre, c'est pas dedans. Et j'ai un méga trou de mémoire de l'horreur, tout simplement. Et cette fois-ci, nous allons partir tout simplement dans l'espace. On va quitter notre bonne vieille Terre, mais en même temps... Mais sur Terre, Kellan est obligé de suivre sa famille sur le conquérant immense vaisseau interstellaire à la recherche de nouvelles planètes. Il y fait la rencontre de Tizzy, intrépide spatienne, et Robin, j'aime bien, c'est comme dans Batman, pardon, androïde à l'incroyable technologie. Très vite, et bien malgré lui, le trio embarque dans une navette spatiale à destination d'une planète inconnue. Sur place, les jeunes explorateurs captent l'appel de détresse d'une alien poursuivie par de terribles créatures, les Gorkroks, de dangereux pilleurs de l'espace. En plus, il est illustré. Alors, je vais essayer de vous mettre une des premières illustrations. Donc voilà, par exemple, les illustrations qu'il y a dedans. Le texte est relativement aéré, je trouve, et les illustrations sont bien sympas. Donc pour ceux qui se posent la question, il fait à peine plus de 200 pages. Donc, est-ce que je suis sérieuse à le rajouter à ma pile à lire là? Je sais pas, mais de toute manière, mes piles à lire sont faites pour être modifiées. Donc, peut-être qu'il sera lu au mois de mars. Voici encore un livre que j'ai en anglais qui est de toute beauté. Hein. Il s'agit d'une édition Fairy Loot. Sauf que il est là, il n'a pas été lu et la version française elle sort là. Donc il s'agit du tome 1 et pour l'instant il y en a 2 de sortie en VO. Je ne sais pas si ce sera juste une duologie ou s'il y en aura plus. Donc il s'agit du tome 1 des 7 saints sans visage de M.K. Lob aux éditions de Saxus pour la version française. Ah oui, et avant que j'oublie, il sort le 14
Les saints sont miséricordieux, toutes les histoires en témoignent. Mais elles racontent aussi qu'ils ont soif de sang. Dans la ville d'Ombrasia, les disciples bénis par les saints vivent dans l'opulence, tandis que les défavorisés, dépourvus de magie, vivent dans la pauvreté et sont envoyés au front. Bénie par patience, Rose déteste cette injustice. Emplie de haine depuis l'assassinat de son père, elle est prête à tout pour démanteler le système corrompu. Chef de la sécurité au Palazzo, Damian est censé être impitoyable et servir les saints avec une dévotion sans faille. Mais il est en réalité brisé par les années passées à se battre dans une guerre sans fin. Pour prouver sa loyauté, il doit faire ses preuves. Lorsque des bénis et des défavorisés sont retrouvés assassinés, Damian et Rose sont forcés de faire équipe pour démasquer le meurtrier alors que les ténèbres se rapprochent. Pourront-ils sauver la ville d'un mal qui menace de tout détruire sur son passage? Alors j'avoue que... c'est vrai. On a toujours des jolies cartes quand on a des Fairyloot. J'avoue que la taille d'écriture des Fairyloot ne m'a pas motivée à le lire, même si j'ai un très bel objet livre et je vais vous faire bientôt une vidéo sur Fairyloot. Le pourquoi j'ai commencé Fairyloot et plein d'autres choses. Ça arrivera, je ne sais plus quand est-ce que je l'ai planifié, je ne sais plus si c'est en mars ou en avril, mais ça arrivera bientôt. Ce sera plutôt une vidéo blabla, mais celui-ci me tente bien déjà parce qu'il m'avait beaucoup tenté en anglais, sachant qu'en plus celui-là c'est une version Fairyloot que j'ai acheté d'occasion parce que je crois qu'il était sorti dans la Fairyloot adulte et que moi j'ai la Young adulte en abonnement, donc voilà. En plus j'ai peur du niveau d'anglais, c'est complètement stupide, j'achète des bouquins en anglais pour pas les lire, c'est nul, mais c'est beau, mais c'est nul. Ça, c'est le tome 2 qui a déjà été commencé, mais qui n'est pas fini. Et le troisième et dernier tome de la série va sortir le 13 mars. Alors oui, je le compte comme une série à jour parce qu'il est commencé, donc voilà, je sais que je vais la continuer. J'avais adoré le tome 1, le tome 2 est en cours. On est quand même plutôt bien parti pour qu'il soit fini avant que le tome 3 sorte. Et il s'agit donc du tome 3 de Magie et de Vapeur, à savoir À la recherche du docteur de C.S. Poe aux éditions Bookmark. Alors le tome 1 avait été un coup de cœur. Alors c'est pas un roman en tant que tel, c'est plus une novella de mémoire à cause de sa taille tout simplement. Il est beaucoup plus petit que celui-là. Celui-là fait 250 pages, je crois que le tome 1 en faisait que 150. Malheureusement, il est parti à l'archivage comme beaucoup de bouquins. Résultat des courses, je l'ai plus sous la main pour l'instant, mais j'ai le tome 2 et j'avoue que j'adore toujours autant la plume de C.S. Poe. On est dans une romance steampunk MM où on va suivre un agent fédéral magique, genre le plus capé, le plus puissant de sa génération, il bousille tout le monde, qui va se retrouver à enquêter sur des choses bizarres par rapport à la magie. Et il va se retrouver dans le tome 1, entre autres, à faire équipe avec un vilain méchant gangster. Sauf que, en fait, le vilain méchant gangster est juste un chasseur de primes. C'est pas bien, hein, mais comparé à ce qu'ils se retrouvent à pourchasser tous les deux, c'est pas mal. Et il y a un rapprochement dans le premier tome. Il donne chaud. Ah, mais il donne chaud, je vous le dis tout de suite. Si vous avez peur des scènes très détaillées, allez pas dans le tome 1, il y en a une. Ouais, il y en a qu'une de mémoire. Mais si vous tombez dessus, et que vous aimez pas ça, zappez-la. Elle donne chaud, elle a pas forcément. Si, elle apporte quelque chose à l'histoire parce qu'on apprend des détails au cours de ses actions sur les différents personnages, mais pour l'intrigue principale, c'est pas forcément nécessaire et vous pouvez la zapper. Mais en tout cas, j'ai commencé celui-ci, j'ai lu les 3 premiers chapitres, il faut que je reprenne. Et je considère que ce livre-là peut être dans la partie des sagas à jour parce que actuellement je suis en train d'écouter le tome 2 de Seasons, donc avec le tome 3 qui sort le 20, à savoir Un printemps pour te succomber de Morgane Moncombe aux éditions Hugo New Romance. Morgane Moncombe avait prévenu que le tome 1 était atypique par rapport au reste de la quadrilogie, donc un tome par saison. Le tome 1 était sur l'automne, mais surtout on avait un petit peu une enquête, des choses à découvrir, tout ça. Le tome 2 nous remet tout de suite dans le cadre, non, on est sur de la romance.
Et le tome 3 va suivre cette veine de non, on est sur de la romance. Et j'adore la plume de Morgane Moncomble. Voilà, c'est dit, je l'ai découverte il y a peu et j'adore pouvoir écouter ces livres. Et vous voyez d'ailleurs, là, j'en ai un à lire qui est L'As de cœur. Oui, forcément en version collector, hein, parce que je l'ai trouvé par hasard à Auchan. Résultat des courses, je me dis que j'ai encore plein de livres à découvrir d'elle et je suis trop contente. Et autre livre, pour le coup, je suis à jour. Il s'agit du tome 3 de La carte des confins de Marie Réplin, alias Muffin and the Book, sur les réseaux, aussi bien ici sur YouTube que sur tous les autres réseaux d'ailleurs, aux éditions Pocket Jeunesse. Ça sort le 28 mars et j'avoue que retrouver les enfants de nos personnages principaux, à savoir Monsieur Jackson et moi et les noms définitivement, c'est pas ma tasse de thé. Cali? Oui, Cali. Waouh, j'ai retrouvé un nom. Mais me demandez pas le prénom Jackson. Je l'ai pu. Et donc, on va suivre leurs enfants qui vont se retrouver, l'un du côté de la magie, l'autre du côté de la piraterie, qui vont se retrouver, tout ça. Je suis curieuse de savoir, voilà, comment ça va se passer, ce que ça va donner, sachant que je n'ai pas encore lu le spin-off qu'elle a sorti, puisqu'il n'est pas encore en version audio, et que pour le coup, je les ai tous écoutés pour l'instant. Mais du coup, on va attendre un tout petit peu, et j'espère qu'ils sortiront bientôt en audio, parce que la plume de Marie et son univers, j'ai surkiffé. Bon, je vous le dis, la 4e partie, elle va pas être petite, parce que tout ça, c'est ce que j'ai mis de côté pour pouvoir vous parler des sorties qui vont revenir et où je me dis que je vais pas du tout être sage. Et on va commencer avec un tome 3. Si je vous montre ça, vous savez peut-être de quoi je parle. Et oui, il s'agit du tome 3 du Pont des Tempêtes de Daniel L. Johnson aux éditions Brajlon, qui va sortir le 13. À chaque fois, c'est par paire que ça fonctionne au niveau des personnages. Mais j'ai cru comprendre quand même que c'était mieux de les lire dans l'ordre. Il sort officiellement en tant que tome 3, mais en fait c'est le premier tome de la 2e duologie. Ouais, ça devient un petit peu compliqué comme ça, mais vous inquiétez pas, lisez dans l'ordre, vous prenez pas la tête et tout ira bien. Et résultat des courses, est-ce que j'ai lu ces 2 tomes-là? Ben non, je ne les ai pas lus. Non. Est-ce que le 3 va sortir et que je vais me l'acheter? Ben oui, parce que je veux pas passer à côté de ça, parce que c'est trop joli. Et donc, en gros, on va suivre une princesse qui a été versée dans les arts de la guerre et de la trahison depuis qu'elle est toute petite pour épouser le fils d'un empereur, si ma mémoire est bonne et ne me joue pas des tours, empereur qui possède un fameux pont, d'où le pont des tempêtes. Sauf que le but du jeu de la demoiselle, c'est que elle s'occupe de façon définitive de son époux pour que son cher papa récupère le pont. Bon, vous imaginez bien, hein, elle va s'apercevoir rapidement de ce que j'ai cru comprendre, que son papa lui a peut-être raconté que des cracks depuis qu'elle était gamine, et que, en face, ils sont pas forcément si méchants que ça. Du coup, voilà, ça c'est la première duologie avec le premier couple, et j'ai pas envie de me spoiler, de savoir de quoi parle le 2e couple, parce que je pense que ça va reprendre peut-être des infos d'ici, et que non, je veux pas savoir comment ça finit, savoir si l'empereur va être trucidé, est-ce que le papa va être trucidé, est-ce que... Non, je veux pas savoir. Je l'ai acheté d'occasion et je l'ai reçu il y a pas si longtemps que ça, mais pourtant j'ai pas pris le temps de le lire. Il s'agit du tome 1 de 6 couronnes écarlates d'Elisabeth Lim aux éditions Rajo. Et le tome 2, à savoir La promesse du dragon, sort également le 13. Bon, alors déjà, à quel moment on sait que ça, c'est un tome 1, il n'y a rien marqué dessus. Je l'ai acheté en pensant que c'était un one-shot. Non, c'est un tome 1. Et c'est un tome 1 d'une trilogie en plus. Ce qui veut dire que je vais devoir lire 3 bouquins là où j'avais prévu d'en lire un. Parfois, je me sens un petit peu couillonnée. Est-ce que je vais l'acheter? Oui, bien sûr, parce que le synopsis me tente trop. Et donc, on va suivre Shiori qui est une jeune fille qui a plusieurs frères et sœurs et qui se retrouve à avoir hérité d'une magie qui est interdite. Sauf que sa belle maman, à savoir la marâtre, pratique aussi cette magie en question et que quand Shiori va s'en apercevoir, la marâtre va transformer ses frères et sœurs en grues et va dire, si tu émets le moindre mot, pour chaque mot prononcé, un de tes frères ou sœurs décédera. C'est sympa, hein?
vive belle maman sur cette histoire-là. Donc j'ai bien envie de savoir comment elle s'en sort, sachant que c'est une réécriture d'un mythe asiatique. Je ne sais plus lequel, du coup, parce que ma mémoire me fait une fois de plus défaut. Mais du coup, j'ai envie de découvrir d'autres mythes que, tout simplement, je ne connais pas, pour les appréhender au travers de ces histoires-là et pouvoir potentiellement aller voir ensuite à la médiathèque s'ils y sont et pouvoir lire les versions originales. S'entend les versions originales en français, hein, je ne parle pas une seule des langues asiatiques. Je serais même pas capable de ne serait-ce que prononcer un son avec leur alphabet. Je sais pas faire. Comment ça, le tome 3, il sort déjà? Mais j'en suis qu'au tome 1 et pour le coup, je l'ai même pas fini. Alors, je l'ai pas fini parce que je suis à 50%. Mais en fait, j'ai pas envie de le finir parce que j'aime beaucoup la plume. Ouais, c'est un peu bizarre, hein, mais la façon dont Dana Blue a traité l'univers du BDSM là-dedans, c'est pépite. Résultat des courses, je le fais traîner depuis que j'ai commencé à le lire parce que j'ai pas envie de le finir. Et donc, le 13 également, sort le tome 3 de King Club, à savoir Desire, donc du coup de Dana Blue, aux éditions Collection et H Dark Romance. Alors attention pour le coup, ça c'est vraiment de la Dark Romance à ne pas mettre entre toutes les mains puisqu'on traite... Alors déjà, on traite de BDSM, mais en plus, dans ce tome-là, en tout cas, je peux en parler, il y a des trigger warning bleu et rose, si vous voyez de quoi je parle. Résultat des courses, si vous êtes sensible, le lisez pas. Chaque tome a ses trigger warning. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ceci, n'hésitez pas à mettre un message dans les commentaires. J'ai pas envie de spoiler trop les gens. Ou sinon, n'hésitez pas à aller voir le profil Insta de Dana Blue. Donc c'est Pensina Dana Blue sur Insta, qui a fait un post spécial sur tous les trigger warnings qu'on pouvait trouver dans sa trilogie. Et ça, je trouve ça génial. Et pour ceux qui n'aiment pas les scènes osées, n'y allez pas non plus, hein. Pour le coup, c'est bien spécifié à l'arrière du bouquin, c'est chaud bouillant. Va falloir que je fasse vraiment une vidéo sur tous les tomes 1, tome 2 que j'ai dans ma palle et que j'ai pas encore lu aussi, puisque... Le 21 sortira le tome 3 du Royaume des Années, à savoir le Royaume des Inferni de Kerry Maniscalco aux éditions de Saxus. Et si vous voyez, ils sont tous les deux toujours sous blister. Bon, alors, je vous l'annonce tout de suite. Vous le reverrez dans la vidéo de la palle du mois de mars pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai décidé de le sortir au mois de mars pour pouvoir savoir si j'achète le tome 3 ou pas. Je les ai tous les deux en version reliée. J'aimerais bien savoir du coup si j'achète le tome 3 ou pas. Je vous lis le résumé du tome 1 pour éviter de me spoiler déjà et de vous spoiler ensuite. Emilia et sa sœur jumelle Vittoria sont des Treg, des sorcières qui vivent secrètement parmi les humains, évitant d'être remarquées et persécutées. Un soir, Vittoria manque le service du dîner dans le célèbre restaurant sicilien de sa famille. Peu après, Emilia découvre le corps de sa sœur bien-aimée, profané au-delà de toute croyance. Dévastée, elle entreprend de retrouver le meurtrier de Vittoria et de se venger à tout prix, même si cela implique l'usage de la terrifiante et interdite magie noire. Et en plus, elle va être en bisbille avec Colère, qui est un des princes des enfers. Voilà, j'ai pas envie d'en savoir plus. Il paraît que c'est pas mal. Mais en fait, le souci, c'est qu'il y a des gens qui ont beaucoup aimé le tome 1, moins le tome 2. D'autres qui ont beaucoup aimé le tome 2, moins le tome 1. Voire qui ont dézingué le tome 1. Résultat des courses. Je veux le lire pour savoir si je prends le tome 3 ou pas. Encore un tome 1 qui est dans ma palle, qui n'a pas été lu et qui a intégré ma palle dans le bon sens. Ça sera mieux, parce qu'il est trop joli et que je me dis que je veux aussi le tome 2 dans ma palle pour la même raison, parce que ça ira bien ensemble. Et il s'agit du coup du tome 2 de The Five Crowns, à savoir l'épée des sorciers d'Aka Mulford aux éditions Slalom. Alors je sais pas si vous allez voir, mais ça se barre un petit peu au niveau des dorures et pourtant je ne l'ai pas encore lu, hein. Je sens que ça va m'agacer, mais bon, comme je les mets comme ça, enfin plutôt comme ça, parce qu'il est posé comme ça en fait, sur une pile des autres, il est posé comme ça. Et je ne sais même plus de quoi ça parle, c'est dépitant. Depuis le massacre de sa famille et de son peuple, Rémi a dû apprendre à cacher ses pouvoirs pour survivre et accepter une vie de fugitive, chaotique et incertaine. Aussi se croit-elle perdue lorsqu'elle est capturée pour ses dons de sorcière rouge par un prince Faé, connu pour sa vie dissolue et ses prouesses guerrières.
Elle ne tarde pourtant pas à découvrir que les intentions de cet homme sont plus complexes qu'elle ne le craignait et surtout loin d'être innocente à son égard, ce qui la surprend mais n'est pas tout à fait pour lui déplaire. Donc voilà, j'ai envie de lire ce tome 1 pour pouvoir savoir si je vais acheter le tome 2 ou pas. Mais je sais que je vais l'acheter même si je ne l'aurais pas lu parce que c'est juste trop beau et que j'aime les beaux bouquins et que voilà, je suis un mouton, je suis faible et les maisons d'édition auront la peau de mon portefeuille. Et pour finir, un auto-édité dont le tome 2 sortira le 29 mars. Donc il s'agira du tome 2 de Sous l'œil Oudjat, à savoir Le poids du devoir de Pauline Mélin. Alors c'est un gros bébé, mais vous inquiétez pas parce qu'il fait 500 pages. Je vous montre, celui-là il fait à peine plus de 500 pages. Je sais pas si vous allez voir. Comment je pourrais faire en sorte que vous voyez. Ah ben oui, dos à dos. Je sais pas si vous allez voir comme ça, mais celui-là il est plus épais que celui-là. Pourtant celui-là il a plus de pages que celui-là. Hein? C'est juste que Pauline l'a imprimé sur du papier bouffant et tout. Enfin, il y a une qualité d'édition dans son bouquin qui est juste magique. Et actuellement, si je ne dis pas de bêtises, on est sur la précommande du tome 2. Donc, n'hésitez pas à aller participer si vous voulez cette version-là. Sinon, il y aura la version Amazon. Je crois que les dimensions ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais voilà. Voilà, si vous aimez l'Égypte, sans fantaisie, sans fantastique, parce qu'il n'y en a pas dedans, mais avec une femme qui recherche le pouvoir, avec un jumeau, où on va rentrer dans des conflits politiques et tout ça, et vous aimez ça, ben, allez le lire parce que il promet du lourd. Alors je sais, je vous ai encore montré trop de livres pour le mois de mars. J'essaye de me corriger et puis chaque mois c'est de pire en pire, j'ai l'impression, et mes vidéos sont de plus en plus longues. Donc si vous êtes arrivé là, ben je sais pas, mettez-moi un petit cœur ou plusieurs petits cœurs de n'importe quelle couleur, juste pour me dire que vous êtes arrivé là. Et sinon, ben dites-moi quelle sortie vous avez repéré. Est-ce qu'on en a repéré en commun? Est-ce qu'il y a certains livres qui vous font envie et du coup vous vous dites va falloir que je lise les tomes 1 pour pouvoir potentiellement acheter les tomes suivants? N'hésitez pas à me dire tout ça et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!